Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle conférence proposée par le think tank Diapason. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème majeur qui s'appelle Faire Nation. Qu'est-ce que ça veut dire, faire nation, au sein d'un pays comme Madagascar? Nous allons l'aborder, mais auparavant, je voudrais remercier d'abord nos partenaires depuis le début. Nous avons ZAM, nous avons ZKH, nous avons JPM et le collectif Mzour. Merci à tout le monde, à toutes ces personnes de nous soutenir depuis le début. Je voudrais dire aussi que cette conférence est en streaming, donc vous pouvez suivre cette conférence sur YouTube, sur Facebook. Donc bonjour à tous et Miarabasi Kati à Madagascar. Pourquoi il y a pas mal de monde qui nous suivent aussi à Madagascar, pas mal de demandes, aux États-Unis aussi. Et globalement, il y a plus de 40 pays qui se connectent sur le site web de Madagascar, de diapason.mdg plus exactement. Eh bien, faire nation, est-ce encore possible dans ce pays où la population est résignée et ne croit plus en un quelconque destin? C'est un peu le constat que l'on a aujourd'hui, que ce soit à Madagascar ou ailleurs, c'est que dès lors où on parle de Madagascar, de faire nation, eh bien, soit au mieux on a un sourire, au pire on nous tourne le dos. Et aujourd'hui, ce sujet est d'autant plus majeur parce que plus ce pays avance et plus on est à la traîne sur tous les indicateurs de développement que l'on connaît en Occident, en Afrique, dans tous les pays. Donc aujourd'hui, on aborde ce sujet-là. Forcément, il va y avoir de la frustration, parce qu'en 1h30, on n'a pas la possibilité d'aborder tous les sujets et de répondre à toutes ces questions-là. Mais il faut bien commencer quelque part. Et nous avons un groupe d'études chez Diapason. C'est le premier groupe d'études qui a monté justement cette étude en se disant, voilà, on va essayer de relever le défi en réfléchissant ensemble sur c'est quoi faire nation. L'idée, ce n'est pas forcément de dire à tout le monde ce qu'il faut faire. L'idée, c'est juste de partager les réflexions et petit à petit de pouvoir avancer sur différents items parce que le sujet est complexe. Donc forcément, il va y avoir de la frustration, on est obligé d'aborder le sujet tel quel. C'est un début de réflexion, ce sont des pistes de réflexion. Si on arrive à un moment donné à regarder dans le même sens, avoir une même vision, un peu comme ces matelots qui se perdent sur les eaux et ils n'ont qu'une seule idée en tête, c'est on va ramer dans la même direction parce qu'on voudrait atteindre la terre ferme, eh bien, si on a cette première vision-là, ça sera déjà un très très grand pas. Ensuite, il y aura d'autres épisodes parce qu'en 1h30, on ne peut pas tout circonscrire. Ensuite vient une autre question. Nous avions eu un événement avec ZAM la semaine dernière qui était très intense. Et après toutes les réflexions, venait la question, comment? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on concrétise les choses? Et cette question-là revient constamment, sinon on passe notre temps juste à discuter, à réfléchir, sans transformer concrètement les idées en action. Et le rôle de Diapason, c'est justement d'être la courroie de transmission entre le savoir et le pouvoir. Toujours dans les mêmes items, donc ces items, vous les connaissez, on va en débattre, mais le plus important, c'est de se dire comment construire différemment. Eh bien, nous allons commencer. Je vais inviter sur scène Seth, notre modérateur, qui sera rejoint par une autre personne que nous avons invitée, qui s'appelle Eli Nkamge, on ne prononce pas le L, qui va nous rejoindre après, qui représentera la partie africaine. On rentrera un peu plus dans les détails de sa fonction, mais c'est très intéressant d'avoir aussi l'écho de faire nation à travers l'Afrique. C'est la raison pour laquelle nous avons convié cette personne. Et je voudrais recevoir aussi à distance le docteur Jeanne Din, si on peut
l'avoir à l'écran avec nous. La régie, est-ce que le docteur Jeanne Dean est connectée avec nous? Bonjour Jeanne. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Ravi de te voir. Donc le docteur Jeanne Dean est docteur en histoire et elle est aussi recteur de l'université de Tuléar. Ça a toute son importance. Ancien. Précisons bien, hein, je ne le suis plus. Oui, ancien recteur et d'autres fonctions aussi, mais tu nous le diras par la suite, je pense, lors des différentes discussions, car tu as travaillé dans différents ministères. Très bien. Deuxième personne que nous allons recevoir, c'est Dama, du groupe Maléo, leader du groupe Maléo, mais aussi sociologue. Il va nous partager sa vision de faire nation, car à sa manière, avec le groupe Maléo, il a réussi à fédérer les gens à travers leur diversité. Et enfin, je convie sur la scène Monsieur Diep Tuong Bao, docteur Diep Tuong Bao, qui fait partie du groupe d'études chez Diapason, et Monsieur Alain Racine, qui va nous rejoindre aussi. Merci à vous deux de nous rejoindre. Eh bien, Sid, le micro est à toi. Et je vous souhaite une bonne session à tous. Nous avons une heure d'échange et vous avez une demi-heure de questions-réponses. Ces questions-réponses, c'est ceux du public ici, mais aussi à travers les réseaux sociaux, sur YouTube et Facebook. Et donc, on lance le timer. C'est parti. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tine. Bonsoir à tous. Merci à tous déjà d'être venus ici présents. Un sujet ô combien important. Et on va pouvoir, pour mieux cadrer le débat, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, pour mieux cadrer le débat, la première particularité de cette conférence de Diapason, c'est qu'elle a fait l'objet d'un groupe d'études, d'un groupe de travail en amont de cette conférence, qui s'est déjà planché sur le sujet. Donc on ne va pas refaire l'histoire, ils vont nous dire l'histoire, et on va débattre à partir de cette histoire. Et donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à Alain, qui va avoir la lourde tâche, mais également le privilège de nous condenser en quelques minutes 2 siècles d'histoire et beaucoup d'heures de travail autour du thème de la nation et de Madagascar. Oui, bonsoir à tous, et bonsoir à nos panélistes qui sont au pays, nos éminents panélistes. Tuong Bao Diep et moi-même sommes très honorés de vous présenter ce soir les résultats des travaux que le groupe de travail Faire Nation a effectué en quelques semaines, quelques mois on va dire, et les résultats qui vont servir de fil conducteur aux échanges que nous allons avoir ce soir sur le thème de la conférence Faire Nation. Je voudrais quand même vous présenter les membres du groupe. Le groupe est composé de 6 membres. Il est dirigé par le docteur Eri Rakutorsu, qui malheureusement est retenu par des obligations et ne peut pas être parmi nous ce soir. Donc nous ne serons pas trop de 2 de le remplacer. Nous sommes 6, comme je vous l'indiquais. Il y a un membre qui est aux États-Unis, qui est un politiste diplômé de sciences politiques. Donc. Et nous avons un autre membre qui est Mika Randiamanirak, qui est anthropologue, qui lui habite Tananarive, enfin, qui circule beaucoup à Madagascar. Je vous l'avais présenté, notre éminent collègue Bao, qui est vietnamien et qui nous fait l'amitié de participer à ce groupe, de partager son expertise sur un thème qui est relativement difficile, vous allez vous en apercevoir. Il me reste à présenter Djour Ramiandariv, que vous connaissez peut-être, qui est un communicant. Voilà, je crois que j'ai présenté tout le monde, j'ai oublié quelqu'un. Ça fait 6. Et votre serviteur, voilà. Donc, nous avons 4 diapositives à vous présenter pour résumer l'essentiel de nos travaux. Les 2 premières diapositives seront présentées par Bao et je présenterai les 2 dernières
qui vont déboucher sur les pistes d'études, pistes de réflexion et les possibilités d'action à envisager. Voilà. Historiquement, la notion moderne de nation s'inscrit au départ en opposition avec le roi, avec la figure du roi. Chacun se rappelle du jeune révolutionnaire, Barras, à qui des brigands royalistes ont demandé de crier « Vive le roi !» et en réponse, il a crié « Vive la nation !» et il est mort transpercé par ces brigands nationalistes. Donc ce n'est pas par hasard que la notion de nation est concomitante avec des notions telles que souveraineté du peuple, voire même de démocratie. À cette époque, on commençait à se poser la question « Pourquoi certains individus, certains groupements d'êtres humains devaient vivre ensemble plutôt qu'avec d'autres groupes humains ?» À cette question, le philosophe Ernst Fichte, dans ses discours à la nation allemande, a tenté de donner des critères dits objectifs, mais qui s'avéreront peut-être moins objectifs qu'ils ne le prétendent. Il parle par exemple de la langue allemande, il parle d'une histoire, il parle de territoire. À l'opposition de Fichte, le philosophe Ernest Renan donne une définition beaucoup plus simple, devraient vivre ensemble ceux qui simplement veulent vivre ensemble. Ça paraît une tautologie, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, qu'est-ce qu'il définit par qu'est-ce que cela vouloir vivre ensemble? Vivre ensemble, cela vouloir dire d'abord accepter de partager une histoire commune avec ses beaux côtés et ses moins beaux côtés, avec ses hauts et ses bas. Mais surtout, et c'est ça qui est important, de vouloir construire un avenir commun ensemble. Et c'est cela que Ernest Renan résume en une phrase qui est restée éternelle. Une nation est un plébiscite du peuple de tous les jours. Tous les jours, ceux qui veulent faire nation réaffirment leur volonté de vivre ensemble. Alors, de manière un peu paradoxale, c'est un autre philosophe allemand contemporain, Jürgen Habermas, qui complète la notion d'Ernest Renan en disant qu'en définissant ce qu'il appelle le patriotisme constitutionnel, qui doit être bâti sur une démocratie inclusive et par l'intégration républicaine. Voilà, en gros, il y a eu beaucoup d'auteurs qui ont parlé de la nation. J'essaie de vous résumer parmi les auteurs les plus connus. Maintenant, il me revient quand même l'honneur assez redoutable, parce que je ne suis pas malgache, de voir en quoi ces quelques critères s'appliquent au peuple malgache ou à la nation malgache. On verra où est-ce que ça en est. Donc le fait national malgache est reconnu. On va commencer par ce qui est le plus évident, c'est le territoire. Personne ne dispute les frontières de Madagascar. C'est une île. Ce n'est pas le cas de toutes les îles. Timor est divisé en deux. La Grande-Bretagne, il y a une discussion sur l'Écosse, etc. Le territoire malgache est clairement défini par ses frontières entre la mer et la terre. Ensuite, c'est une histoire qui est partagée, qui remonte au moins au XVIIe siècle. Moi, personnellement, même si d'autres malgaches ne sont pas d'accord, elle remonte beaucoup plus loin. Il ne faut pas, à ce stade-là, confondre unification, réunification et histoire partagée. Je prends l'exemple des Italiens, dont l'unification a été relativement tardive. Il n'empêche que, même à l'époque où les Génois faisaient une république, il y avait des royaumes italiens, etc. Tous les Italiens, maintenant, considèrent que même cette époque où l'Italie n'était pas encore unifiée, ils partagent une histoire commune qui remonte au moins jusqu'à l'Antiquité romaine. Enfin, non, je ne dirais pas enfin, il y a encore la langue malgache. Au-delà des dialectes que je ne connais pas, que vous connaissez certainement mieux que moi, la langue malgache, dans ses grandes lignes, est parlée par tous les malgaches, au-delà des exceptions individuelles, et parlée que par des malgaches. Évidemment, il y a des érudits qui apprennent le malgache, mais statistiquement, le malgache est parlé par tous les malgaches et quasiment que par les malgaches. Donc c'est un très très fort facteur d'unité, et en plus, c'est une langue qui a réussi à s'établir comme une langue administrative, ce que même la Grande Inde, la première démocratie du monde, n'arrive pas à faire. L'Inde utilise l'anglais comme langue unificatrice, langue administrative. Et enfin, il y a un rapport avec la spiritualité. Les malgaches, au-delà des différentes religions, catholicisme, protestantisme, islam, judaïsme, animisme, peut-être, je ne sais pas, on partage des traits communs avec une certaine spiritualité, un rapport avec
un rapport certain avec les ancêtres, un rapport avec les morts, un rapport avec des rites religieux, le retournement des morts, etc. Et tout ça, à mon sens humble de non-malgache, pour moi, le fait national malgache est reconnu. Je laisse maintenant la parole à mon ami Alain pour les deux autres parties qui sont peut-être un peu plus difficiles à présenter. Non, je ne pense pas que les deux autres parties sont plus difficiles à présenter. Disons que les deux autres parties sont moins théoriques, parce que les éléments objectifs d'une unité nationale que tu évoquais dans tes diapositives, ces éléments-là sont combattus par la réalité, donc qui nous permet de dire que cette unité nationale est fragilisée. Elle est fragilisée par la géographie. C'est des données physiques. La communication entre les régions ou à l'intérieur des régions est difficile. C'est un euphémisme, surtout depuis les années 80. Des populations qui ne sont pas interconnectées physiquement, c'est difficile de leur demander de penser à un vouloir vivre ensemble. Et puis il y a, là tout le monde est d'accord, il y a cette rancœur, ce clivage qui est dû à une rancœur qui remonte à l'époque de la royauté, parce que la royauté Merne a voulu unifier l'île. Bon, elle n'y est pas parvenue, mais les rancœurs demeurent. Et ce clivage entre Merne et non-Merne, qu'on englobe dans le vocable non côtier, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que géographiquement, il y a des non côtiers qui ne sont pas sur la côte. On veut dire, il y a les Betzleo, il y a les Bezanzal, les Sianek, qui n'ont leur territoire n'ont aucun contact avec la mer. Donc ce clivage a été exploité par les politiques pour entretenir un certain antagonisme justifié, non justifié, mais qui nous dessert, si on veut, promouvoir un vivre ensemble. Donc, rancœur sur les disparités de développement entre les régions, c'est une évidence. Enclavement des territoires jusqu'à la capitale Antananarive, tout le monde reconnaît que la capitale n'est pas, a été pratiquement imposée, mais la capitale ne représente pas vraiment l'unité nationale. Bon, ben, peut-être qu'on va s'en expliquer, parce que si ceux qui connaissent bien la capitale se rendent bien compte que les bâtiments publics, enfin ceux qui devraient représenter le pouvoir, ils ne sont pas à part le Louvre qui symbolisait la royauté et qui a été incendié d'ailleurs, à part le Louvre qui était visible à des kilomètres à la ronde, les autres monuments qui devraient être nationaux, l'Assemblée nationale, le Sénat, les monuments qui représentent le pouvoir sont pratiquement cachés, enfin, en tout cas aux yeux des observateurs. Voilà. Donc, et pour finir, il y a les impacts que j'ai évoqués tout à l'heure, les impacts du raisonnement binaire, Merne, non-Merne, sur le choix de politique de développement. Ça a été vrai pendant des décennies, et c'est toujours vrai, sur le clientélisme utilisé par les pouvoirs successifs, et le clivage Merne, non-Merne, est devenu un vivier d'argumentaire. Pour vous citer un exemple qui mettra tout le monde d'accord, sur les choix de développement, vous avez entendu parler de la construction de ce téléphérique dans la capitale. Il est évident que pour les gens des autres régions, c'est un projet qui était une sorte de provocation, quoi qu'on en dise. Donc c'est le genre d'attitude qu'il faudrait changer. Bon, on le verra dans les pistes de réflexion à l'issue de cette présentation. J'y arrive d'ailleurs. Des pistes pour vivifier l'État-nation malgache. Alors nous avons évoqué une décentralisation authentique. Nous ne voulions pas parler de décentralisation effective parce que nous estimons que le terme est galvaudé. Ce que nous entendons par décentralisation effective, authentique, c'est une décentralisation, c'est une véritable décentralisation qui donne le pouvoir aux collectivités territoriales décentralisées qui devraient avoir leur autonomie
en tout cas en ce qui concerne les décisions sur la gestion des problèmes de proximité. La santé, l'éducation, qu'on peut parfaitement leur confier, l'État pourrait leur confier la gestion de ces questions de proximité. Et il faudrait peut-être aussi se mettre en accord avec ce qu'on appelle le programme national de décentralisation émergente, qui est soutenu par le PNUD, qui est à l'horizon 2030. Et il faudrait peut-être voir dans quelle mesure les objectifs de ce plan pourraient être réalisés, parce qu'il est question de donner que l'État donne 20% d'allocations pour les collectivités territoriales décentralisées, et puis pour la collecte des impôts, que les collectivités territoriales décentralisées parviennent à collecter 50% qui reviendront dans leur budget. Voilà. D'un autre côté, enfin, et pour finir, il faudrait renforcer le développement d'une conscience nationale. Alors, il y a plusieurs pistes qu'on pourrait voir. Dans le temps, il y avait le service national qu'il faudrait peut-être remettre au goût du jour, actualiser. Il faudrait aussi développer le culte de la nation et le lien national. On a évoqué le drapeau national. Il faudrait beaucoup plus sensibiliser sur son importance parce que le drapeau symbolise l'identité, la souveraineté d'une nation. Et il faudrait parler du drapeau national en dehors des périodes de célébration de la fête nationale. Et puis le lien national. Le lien national pourrait être promu en mettant en valeur des rôles modèles. On parlait des rôles modèles. Il y a des sportifs, il y a des artistes qui pourraient servir de modèles aux jeunes. Donc il faudrait les soutenir un peu plus. Permettre aux artistes, par exemple, d'émerger sur le plan international. Enfin, c'est des idées comme ça qu'il faut voir. Soutenir la société civile aussi dans la promotion de la citoyenneté et du civisme et l'exigence de la redevabilité des institutions. Nous avons pensé surtout à deux organismes de la société civile qui sont très connus. Il y a le collectif des citoyens et des organisations citoyennes. Et puis il y a Transparency International, Initiative Madagascar, qui ont des actions de sensibilisation et de lobbying depuis pratiquement une dizaine d'années. Voilà. C'est bon ? Très bien. Merci beaucoup, Alain. Écoutez, entrons directement dans le vif du sujet. Une première question, et là j'invite également Jeanne-Dine et Dame à réagir. On a à la fois une définition de la nation comme étant une propriété émergente. On constate que c'est une nation, c'est un fait national reconnu. Et de l'autre côté, on parle de faire nation, comme s'il fallait faire quelque chose, comme si c'était un projet, une route à construire, un téléphérique à construire. Est-ce que c'est un projet continu, constant, ou c'est juste un fait national et on le reconnaît, il est là, et il y a d'autres sujets sur lesquels aborder? Comment est-ce qu'on concilie à la fois quelque chose d'émergent et quelque chose qui est de l'ordre de l'action? J'ai préparé un papier, mais je vais laisser de côté ce papier. Je vais me référer directement à ce que vous avez écrit. Directement. Parce que, voilà, ce que je vais prendre, c'est les notes infrapaginales que j'ai mises. C'est quand on parle d'identité malgache, de la nation malgache, pour moi, c'est juste une volonté politique qui va authentifier cette nation malgache, parce qu'elle existe. Moi, j'ai toujours dit que les Malgaches ont tous les mêmes origines. Et j'insiste là-dessus parce que quand on parle, il arrive souvent que on dise que certains groupes malgaches sont uniquement indonésiens, d'autres sont uniquement africains ou arabes. Moi, j'interviens en tant qu'historien. Nous, historiens, nous disons et nous soulignons que toutes les origines évoquées, c'est-à-dire malayo-polynésiennes, africaines, arabes, indiennes, sont communes à tous les Malgaches, à divers degrés de métissage.
Il est vrai que sur les hautes terres, les populations sont plus physiquement malayo-polynésiens, mais on retrouve, si si on regarde le physique de tous les malgaches, on n'arrive pas tout de suite à identifier un malgache par rapport uniquement à son physique. On retrouve presque les types on retrouve dans toutes les provinces, les mêmes types. Donc physiquement déjà, ça ne marche pas de dire que les malgaches sont complètement différents. Ne parlons plus de la langue parce que c'est tellement évident qu'à Madagascar, nous avons une seule langue. Et d'ailleurs, ce que nous appelons différence dialectale, c'est des accents. Moi, je maintiens. Quand on dit mangin et manin, quand on dit chang et chan, moi, je pense qu'il s'agit plus d'accent que de différence de dialecte. Il est vrai qu'il y a quelques vocabulaires, mais quand on regarde ces vocabulaires différents, dans le contexte, on arrive à se comprendre. Ça, je ne vais pas se discuter là-dessus. Donc, pour ce qui est de la nation malgache, nous avons tout pour constituer une nation. Mais là, je vais y aller par rapport à tout ce que j'ai noté. Tout à l'heure, j'ai entendu, c'est un peu disparate, c'est pas grave, mais il faut que je fasse passer les idées. On avait parlé des bâtiments éparpillés dans notre capitale et que le pouvoir n'est pas représenté dans un milieu homogène. Mais ça pas par notre histoire. Chez les Malgaches, l'espace obéit à une idéologie. Et c'est pas par hasard que le Rouvre de Manzakamiadana est tout à fait en haut de la colline, parce que c'était quand on avait donné Yavloua, j'avais entendu dire, vrai ou pas vrai, qu'on avait fait exprès de mettre Manzakamiadana au sud-ouest. Et d'ailleurs, par rapport à Manzakamiadana, tous les nouveaux bâtiments sont tous en bas et à l'ouest. On n'a pas donné l'est, parce qu'on n'a pas voulu désacraliser l'honneur la valeur de l'édifice royal. Il faut qu'il reste à haut, il faut qu'il reste à l'est. Ça, c'est une explication qui peut... Donc, ne nous étonnons pas que en Tananarivo, on n'arrive pas à avoir l'espace comme il se doit au pouvoir moderne, au pouvoir postcolonial. Je continue. Oui, là, spatial des bâtiments. Voilà, on avait dit oui, alors qu'on avait dit que dans les provinces, on retrouve un espace qui représente le pouvoir, Majenga, Thomas, parce que c'est post-colonial. Parce que si vous allez dans les villages, les familles nobles sont toujours au nord-est. C'est comme ça que ça s'explique. D'accord. Peut-être je pour donner continue par rapport à ce que j'ai dit, pour aller très vite. Ce que je voudrais quand même faire passer, parce que j'ai peur de ne pas avoir le temps, ça je le dis toujours aux étudiants, très dommageable pour l'histoire de Madagascar, c'est que la colonisation est arrivée à un moment où l'unification était en train de se faire et n'était pas terminée. Les rancœurs étaient encore vivaces quand la colonisation française est arrivée, et très au mauvais moment pour l'histoire de Madagascar, parce que ça allait vraiment, l'unification de Madagascar allait suivre une évolution normale, parce que les Malgaches, quand le souverain de Tananarive, quand il avait fait l'unification, il avait procédé comme ça devait se faire, par des mariages. Nous savons que Madame Ier a épousé une princesse Sakalava,
un mariage politique qui allait marcher. Et moi, je travaille sur le sud-ouest. Par exemple, Ramat et Tumpuemana se sont fait frères de sang. Et ça, je peux dire que dans les documents, quand la colonisation française est arrivée, ils se sont entendus pour combattre la colonisation française. Mais malheureusement, la colonisation française était plus forte et s'est installée à Touliar. Je continue encore. Peut-être pour poursuivre le débat, Jandine, peut-être pour poursuivre un peu Oui. le débat et pour donner l'opportunité également à nos autres intervenants. Oui. Non, mais je disais tout simplement, donc c'est pour ça que je vais assez vite, que la solution, vraiment, si on veut construire une nation, je suis complètement d'accord avec votre analyse quand vous dites qu'il faut donner l'opportunité d'équilibrage économique et financier. C'est surtout ça. Je ne vois pas d'autres problèmes chez les Malgaches, mais c'est il faut une décentralisation authentique et non pas une décentralisation verbale, mais donner la possibilité aux provinces de gérer leurs propres finances et surtout l'éducation. Et tous les comment les bâtiments, les institutions scolaires. Et Ratil a déjà commencé. Mais malheureusement, ça, comme vous avez dit, c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, que une fois, ça a un peu mal tourné. On va avoir l'occasion d'y revenir. Parce que ça avait fini par Jandine, on mettre va avoir l'occasion d'y revenir. Un clivage entre les provinces et Antananarivo. Oui. Voilà ce que je veux. Parce que moi, je parle très vite, étant donné que j'ai on va avoir l'occasion d'y revenir. C'est l'équilibre qui fait qu'il y a ces rancœurs. On a un nouvel, je ne sais pas si vous nous entendez, on a donc un nouvel intervenant qui nous rejoint en cours. Bonjour. Bonjour Élie. Alors, Élie Kamge, qu'on ne présente plus, mais qu'on va présenter quand même, donc président du Club Efficience, qui représente ici une des organisations les plus importantes de la diaspora africaine, et également un des cofondateurs de Mansa. Voilà. Alors, vous intervenez en plein débat et vous tombez à pic, mais juste avant, et pour poser également une question et recentrer le débat auprès de nos êtres panélistes, donc on a compris que c'est à la fois une propriété émergente, mais qui fait l'objet d'un projet. Pourquoi faut-il faire nation ? Quel est le lien qu'il y a entre le fait de faire nation et les enjeux que l'île peut rencontrer, que ce soit en termes de développement économique, de lutte contre la pauvreté? Pourquoi est-ce qu'il y aurait une relation entre faire nation et développement économique ou lutte contre la pauvreté? Pourquoi même s'intéresser à ce sujet et ne pas juste laisser faire la nation? Et là, peut-être, je me tourne également vers Dame. Quel est le lien, s'il en est un, entre ce projet national et le destin de l'île et sa situation? Ah, on a... Bonjour. Oui. Et la grande question, justement, c'est comment faire avec ce grand pays qui s'appelle Madagascar, avec une superficie de 580 000 km², quatrième grande île du monde, avec une superficie de 1 200 000 km² d'océan tout autour. Et comment se fait-il qu'actuellement, au XXIe siècle, cette île n'arrive pas à nourrir ces 35 millions d'habitants seulement, avec cette grande étendue d'océan, grande étendue de terre, avec toutes les biodiversités de la nature? C'est la grande question qu'on doit se poser actuellement. Et pourquoi nous sommes
nous n'avançons pas, mais pourquoi notre développement, c'est un développement à reculons? Parce que nos chansons, composées en 1972, sont vérifiées jusqu'à maintenant. Par exemple, la situation des sans-abri, l'Indrim, il y a dans presque toutes les grandes villes de Madagascar, il y a une prolifération d'enfants de rue. Oui, donc on ne peut pas fermer les yeux. Pourquoi nous sommes arrivés à ce stade? Je crois que c'est la façon de gouverner Madagascar. C'est là que le bas blesse, comme on dit. C'est la façon que nous dirigeons Madagascar. Parce que c'est incroyable, c'était incroyable d'avoir seulement 35 millions d'habitants qu'on n'arrive même pas à nourrir. Avoir une nourriture pour la majorité de la population. Donc, c'est à revoir ce système de gouvernance qui est accaparé par une minorité. Et cette minorité, il faut dire le mot, ce ne sont pas des dirigeants, mais ce sont plutôt des profiteurs. Et actuellement, nous discutons comment faire nation, comment améliorer, comment retrouver l'identité de Madagascar. Le peuple, depuis longtemps, se sont réorganisés, ils ont déjà vécu ensemble. C'est pour ça que notre langue unifie. Et notre île aussi nous unifie. Donc c'est le peuple. Le peuple est déjà dans ce territoire, entouré de mer, avec cette langue commune. Mais le problème, c'est toujours les dirigeants, la manière de diriger à cause des profiteurs. Et nous discutons, mais comment faire avec ces profiteurs? Sur ce sujet, je donne la parole à Bao, du lien entre nation, gouvernance et développement économique. Je voudrais donner très rapidement une réponse à ta question qui est souvent fondamentale, parfois provocante. Pourquoi est-ce que Madagascar doit non pas faire nation, parce que c'est déjà une nation, mais doit, d'après nos termes, revivifier la nation? Tout simplement parce que, qu'on le déplore ou qu'on le souhaite, au XXIe siècle, la nation apparaît encore comme un horizon indespassable en tant qu'entité politique. Il y a eu des essais de regroupement régionaux, l'ASEAN, l'Union européenne, des alliances, mais il n'empêche que pour protéger un peuple, la nation et l'État-nation restent un horizon indispensable. Il n'y aura à la base que les Malgaches qui se protégeront eux-mêmes. Il n'y aura que les Malgaches qui prendront en premier lieu, il y aura d'autres amis, il y aura des amis des Malgaches. Mais les Malgaches, ce sont eux qui prennent leurs intérêts en premier. Pour compléter aussi très rapidement l'intervention de Dama, j'espère que ma prononciation est correcte, je voudrais juste rappeler, c'est d'actualité, les travaux des 3 prix Nobel d'économie 2024, Acemoglu, Johnson et Robinson, avec une conclusion qui est simple, que se doutaient beaucoup d'hommes politiques, mais que les scientifiques le prouvent, c'est que les sociétés où l'état de droit est défaillant et où les institutions publiques, au lieu de soutenir la population, exploitent la population, dans tous ces états-là, il n'y a pas de développement durable et il n'y a pas de changement positif. Et ce qui était douté, ressenti par des opinions politiques, des chercheurs économiques l'ont démontré. Là où il n'y a pas d'état de droit, là où les institutions exploitent plutôt que soutiennent le peuple, il n'y a pas de développement durable. L'équation est aussi simple que cela. D'accord.
Et donc du lien justement entre le vivifier la nation et cet état de droit, enfin, comment est-ce qu'on fait le lien justement entre ce développement économique, cette prospérité, le fait de vivifier la nation et cet état des droits, et donc on parle des profiteurs ou d'une gouvernance? Venant de quelqu'un qui, je l'avoue, milite pour la démocratie dans son propre pays, je dirais simplement une véritable démocratie pluraliste. Et une démocratie pluraliste, ce n'est pas une démocratie où 50% plus une personne écrase 49% et 99 autres. C'est une démocratie où, même si 50% plus une personne est légitimée à gouverner, cette majorité plus une personne respecte les 49 et 99% qui restent. Une véritable démocratie où chaque Malgache a l'impression, a le sentiment, voire la certitude que lorsqu'il vote, le résultat du pays dépend de son vote. Il ne dépend pas des jeux politiciens, etc. Ça, c'est une position personnelle. Tu as cité les grandes organisations d'intégration régionale. Madagascar en fait partie de la SADC en Afrique du Sud, du COMESA, du CIO. Et là, je me tourne vers Elie, justement, sur les enjeux de l'Afrique. Comment est-ce que, dans les autres pays africains, on parvient à concilier le fait national fort qu'il décrit, où finalement il n'y a pas d'autre pays qui va venir vous aider si ce n'est votre propre nation, votre propre pays, et ce besoin et ces similitudes de se regrouper aussi, et les enjeux internationaux. Comment est-ce que sur les autres pays vous voyez cette dualité? Merci Cédric. Je vais déjà présenter mes excuses à votre public. Je suis tombé dans des bouchons inestimables et malheureusement c'est ça Paris. Pour moi, quand j'entends faire nation, il faut qu'on revienne un petit peu au départ. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les Européens viennent au contact de l'Afrique, il y avait des chefferies, il y avait des royaumes, il y avait des empires. Des empires, des royaumes qui étaient organisés par groupes ethno-culturels, socio-ethniques. Et aux indépendances, il y a eu une coupure, et ce n'est pas le cas de Madagascar, puisque c'est une entité géographique qui est délimitée par de l'eau, donc ce n'était pas le cas. Mais la plupart des autres pays sur le continent, on a découpé quelqu'un d'autre que les propres Africains il a décidé de découper les frontières, vous avez le congrès de Berlin, en prenant des règles pour tracer, et en découpant les groupes ethniques qui sont de fois dans plusieurs pays. Et à partir de là, cette même personne a décidé que voilà, ce groupe-ci s'appelle tel pays. Voilà votre constitution, voilà votre drapeau, les couleurs de votre drapeau, c'est ça. Donc en fait, même si nous constituons une nation depuis les indépendances, on ne s'est pas approprié cette nation. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose qui se passe à Madagascar, mais aujourd'hui, sur le continent, la plupart des personnes se sentent même étrangers dans cette construction de cette nation. Parce qu'ils n'ont pas conçu, les Africains n'ont pas été à la base de la conception de leur nation en fonction de leurs valeurs, de leurs traditions et de leur culture. Et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, on fonctionne avec le logiciel de quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui complique la chose sur le continent. Quand on parle de démocratie, nos chefferies avaient une forme de gouvernance. Les royaumes avaient une forme de gouvernance. Et ça fonctionnait très bien. Et là, on a importé un modèle qui est venu déstructurer notre société. Et depuis ce temps, le peuple africain a du mal à se retrouver dans ce modèle. Et aujourd'hui, plus de 60 ans après les indépendances, on a cette problématique qui se passe toujours sur le continent. Les gens ne comprennent pas cette notion de démocratie, cette notion, même l'éducation. Je veux dire, l'éducation aujourd'hui, nous sommes des pays en majorité en développement, mais quand on voit le modèle éducatif qui est aujourd'hui dispensé dans nos universités, dans nos écoles, ce n'est pas un modèle qui est adapté aux pays en développement. Donc, s'il faut regarder, en fait, c'est tout ça qui perturbe, qui empêche aux Africains de faire nation, c'est-à-dire de s'attacher à leur pays, à leur terre, voilà. Mais, ceci dit, on ne va pas revenir sur ce qui est déjà passé. On ne va pas non plus passer notre temps à se plaindre. Nous pensons qu'il arrive un moment où nous devons écrire notre propre page de notre histoire de l'Afrique.
Et c'est ainsi que dans le groupe de réflexion que vous avez cité, Mansa, nous nous sommes dit, ben voilà, nous retrouvons aujourd'hui, en 2024, avec beaucoup d'enfants d'Afrique, ceux qui sont allés en diaspora, ceux qui sont restés sur le continent. On a eu ce contact avec l'étranger, on a appris énormément de choses. Avec tout ce savoir-là, comment est-ce que nous pouvons nous approprier notre propre continent? Comment nous pouvons écrire notre propre page de notre histoire? Que ce soit en termes de gouvernance, est-ce que c'est ce qui est adapté à nous? En termes d'éducation, en termes de système de santé, le système de santé qui est adapté, est-ce qu'il marche bien? Notre pharmacopée? Voilà, quand on prend, que ce soit les ressources naturelles, aujourd'hui, on a une politique économique du continent qui est extravertie. On exporte complètement tous les minerais et on importe tout. Comment voulez-vous créer de la valeur, créer de la richesse quand vous exportez tout à un produit très bas et vous importez tout à un produit plus élevé? Donc, ceci empêche nos industries de se développer, de créer de la richesse, créer de la valeur, permettre le développement. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est important que chacun d'entre nous puisse prendre conscience à un moment. Nous avons des parcours, des réussites individuelles. Il nous manque une réussite collective. Et cette réussite collective doit être quelque chose qui va venir booster nos pays. Quelles que soient les difficultés que nous avons au plan démocratique et autres dans nos différents pays, nous pensons qu'il arrive un moment, on a quasiment les mêmes problématiques sur les différents pays africains. On a brainstorm, on a vraiment benchmarké tous les modèles, on a quasiment les mêmes problèmes. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est temps de s'asseoir et de reprendre catégorie par catégorie, problématique, et dire, ben voilà, qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer la donne sur le continent? Qu'est-ce qui est adapté à nos traditions, à nos valeurs? Chaque peuple s'est développé avec ses langues, avec ses valeurs, avec ses traditions. Pourquoi nous, on va se développer avec les valeurs et les traditions des autres? Je pense qu'en procédant ainsi, ceci permettrait de créer ce socle qui nous tient, qui nous lie, et pour moi, c'est ça, faire nation. Très clair. Très clair. Je m'adresse au reste du panel. Dans quelle mesure cette urgence à vouloir redéfinir un destin national, à reprendre certaines bases qui seraient mal parties pour des questions historiques, dans quelle mesure ça s'applique également à Madagascar? Est-ce que ce besoin de revivifier, c'est pas aussi un besoin de redessiner ce destin? Et si oui, comment? Sur quelle base? On en revient toujours à ce sujet, c'est-à-dire l'expression de la volonté, j'allais dire du plus grand nombre, mais là c'est la volonté de tout un pays, la volonté de chaque région de se fédérer, de fédérer cette volonté. Et cette volonté ne pourra s'exprimer qu'à travers des institutions crédibles, claires. C'est pour ça qu'on évoquait la décentralisation authentique. C'est pour ça qu'on évoquait le désenclavement. Parce qu'à l'ère d'Internet, il faut toujours revenir aux fondamentaux. Des populations qui ne peuvent pas se voir, qui ne peuvent pas se rendre visite, c'est difficile. C'est difficile de leur demander de vous parler d'un avenir commun, d'un vouloir vivre ensemble. Il faut qu'ils puissent communiquer entre eux, voir les familles se visiter, les amis, à l'intérieur des régions comme entre les régions. On en revient là. Donc on en revient à la question des voies de communication. Bon, ben ça dépend des décisionnaires. On en revient à la mise en place de cette fameuse décentralisation qui permettront à chaque région de s'exprimer et qui permettront de choisir le mode de gestion, de proximité qu'on évoquait tout à l'heure. Sur ce point, qu'est-ce qu'il faut faire de différent? Donc on dit qu'on veut redéfinir un modèle sur la décentralisation authentique, on a un peu abordé le sujet, mais si on approfondit ça, qu'est-ce qu'il faut faire de différent? Comment est-ce qu'on a fait jusqu'ici et comment est-ce qu'il faut faire demain, selon vous? Et je m'adresse à tout le monde. Pour moi, une décentralisation authentique, et je reviens toujours à Mamarotte, ne peut pas se faire sans un régime démocratique, qu'il soit occidental ou pas. Parce que sinon, dans ce cas-là, il y a un risque de féodalisation. Il y aura un risque de partition, il y aura un risque que chacun défende son propre
carrés. Je voudrais rajouter, je vais prendre les choses de manière très très simple. Comment Madagascar peut se développer? Madagascar peut se développer en partie par la contribution de la diaspora et aussi des talents malgaches. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que, il me semble, qu'un malgache, mais je pourrais aussi le prendre pour mon propre pays, qu'un vietnamien, soit relativement convaincu que s'il rentre à Madagascar, qu'il développe son affaire de manière honnête, qu'il essaie de tirer des fruits de son travail et de son talent, ne soit pas freiné par des phénomènes que l'on appelle la corruption. La corruption est un frein parce qu'on dépense beaucoup d'énergie, on dépense beaucoup d'argent, pas pour produire des services ou des produits, mais on dépense de l'argent pour essayer, et c'est ce que j'explique à mes étudiants, de la corruption, il y en a partout. Mais dans les pays où sont les moins corrompus, on fait des prébendes pour gagner un avantage. Alors que dans les pays où il y a beaucoup de corruption, on fait des prébendes simplement pour ne pas être mis en arrière. Donc, et comment on peut combattre la corruption? On peut combattre la corruption, je vais dire les choses de manière très très simple, si le juge n'est pas en même temps le joueur. Si l'arbitre n'est pas en même temps le joueur. Et dans les pays où il n'y a pas de démocratie, et c'est le cas de mon pays, je l'ai dit, il se trouve que celui qui juge, celui qui punit, est en même temps celui qui joue, qui fait l'acteur économique. Et donc, vous avez ce qu'on appelle une distorsion de la concurrence. Donc, pour moi, tout revient à cela. Pour moi, il faut un état de droit, il faut un état dans lequel un malgache qui travaille de son talent et de ses efforts soit à peu près convaincu que cela lui suffit pour développer ses affaires et puis pour faire profiter au-delà de lui-même son cercle et puis d'autres malgaches. Et c'est ça le lien pour moi entre démocratie, corruption et développement. D'accord. Et Dame, je crois que vous vouliez réagir là au sujet de donc à la fois cette décentralisation et qui amène des institutions fortes comme le décrit Bao. Oui, il y a le décalage il y a le décalage entre la grande majorité de la population et ce qu'on appelle l'État. La population ne sait pas. L'État, pour eux, c'est une structure de pouvoir, d'administration, et c'est un État répressif. C'est ça la perception de la grande majorité de Madagascar, du peuple de Madagascar. Et dans cette distance de compréhension vis-à-vis de ce qu'on appelle l'État, la population, la grande majorité de la population, se sentent marginalisés. Par exemple, les lois à Madagascar, ce sont des lois en français. Et la Constitution en français. Et même si c'est en malgache, il y a une grande majorité de population qui ne savent ni lire ni écrire. Donc c'est une grande question de comment faire. Même le mot démocratie, la majorité de la population de Madagascar ne savent pas ce que c'est. Et même le mot bonne gouvernance, la majorité de la population ne savent pas ça. Donc c'est une grande question de challenge actuellement. Comment faire pour ramener raccourcir cette grande distance d'incompréhension entre les dirigeants et les soi-disant dirigés. Parce que c'est ça la grande question maintenant. Et comment faire? Comment faire? D'accord. Une réaction, je pense qu'il a posé la question directement. Donc on a cette distance, on a cette décentralisation. Est-ce que je lis peut-être entre les lignes également un rapport à un pouvoir central qui aujourd'hui est très fort, qui est basé à Antananarive et qui n'a pas forcément l'adhésion du reste de l'île, du reste de la population, et qui crée cette distance-là? Comment est-ce qu'on peut y remédier, justement? Comment est-ce qu'on peut les réconcilier, les gouverner et les gouvernants, quand les gouvernants sont d'un côté de l'île, représentatifs ou non du reste de l'île, et l'ensemble, les 35 millions d'habitants?
visiblement, il y a quelque chose qui n'a pas marché jusqu'ici, parce qu'on est tous d'accord sur le constat que ça n'a pas entièrement fonctionné. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait de différent? Justement. Donc, je crois Le fait que les gouvernants aient plus ou moins la certitude que s'ils n'écoutent pas suffisamment les gouvernés, ils peuvent être remplacés. Donc on en revient à la démocratie. Oui, Dame. Oui, mais vous voyez, comment faire? Parce que actuellement, nous sommes, depuis les années 60 jusqu'à maintenant, on a fait beaucoup d'élections. Et le mot campagne électorale à Madagascar est propagande. On fait la propagande. Et à un certain moment, si les politiciens ne donnent pas de l'argent ou des t-shirts ou du riz ou des choses comme ça, les électeurs, ils disent mais où sont nos t-shirts? Où sont les... Donc les électeurs ne savent pas ce que c'est élire. C'est quoi élire? Parce que avant, même le politicien corrompt l'électeur en proposant des t-shirts et du riz ou des choses comme ça. Au début même du processus démocratique, ça commence comme ça. Ça commence par la corruption, c'est-à-dire achat des électeurs. Et c'est institutionnalisé. Ce système, et maintenant, si on va dans l'arène d'élection, les gens disent, mais non, où sont les t-shirts? Ah, c'est quand même grave, ça. Donc, je crois que, comment faire? Donc, actuellement, à Tana, il y aura une élection de maire municipal. Alors, je crois que parmi ces candidats, il devrait y avoir un ou deux candidats, je ne sais pas, pour montrer que maintenant, il faut casser avec cette histoire de donner des choses aux électeurs. Il faut casser, il faut changer carrément. Et je crois que c'est le moment de montrer qu'il faut changer. Et j'espère qu'il y aura des candidats maires qui vont dans ce sens-là. Ne pas faire comme les autres, comme on a déjà toujours fait avant. Acheter, toujours comme ça. Donc donc c'est le moment maintenant. C'est un tournant pour nous de changer à cette occasion d'élection municipale. D'accord. Peut-être pour faire réagir Alain, parce que ça fait partie également d'un des sujets du groupe de travail, est-ce que ça va suffire? Un maire d'une capitale, est-ce que c'est pas de nouveau le piège du tropisme tananarivien, du tropisme merne, où on pense qu'un homme providentiel va venir de la capitale, même si il fait une propagande propre et donne moins de t-shirts? Est-ce que ça va réellement suffire à faire nation et à sortir de la pauvreté? Et j'invite aussi Jeanne Dine à réagir par la suite. Il est évident que ça ne suffira pas, parce que bon, on regarde un peu l'évolution de la campagne électorale qui a commencé. On ne voit pas vraiment les programmes des candidats. On voit surtout les affiches, la présence sur les réseaux sociaux, et c'est toujours ainsi. Bon, là, on en revient toujours là, c'est un problème de la capitale. Hein. Je ne pense pas que tous les pays s'intéressent à cette élection de la capitale. On en revient toujours là, à ce fameux tropisme. Donc il faudrait quand même essayer de quitter cela si on est sur le plan des idées. On l'évoquait dans nos travaux. On a des totems comme ça. C'est comme l'État fédéral. C'est devenu un tabou. Alors que, il y a des pays, des États fédéraux qui fonctionnent très bien, avec un gouvernement fédéral et puis avec des gouvernements. Étant donné la superficie qui a été rappelée par notre ami Dama tout à l'heure, pourquoi ne pas mettre sur la table et en discuter
Sincèrement, sans arrière-pensée, ce serait peut-être une solution, mais c'est devenu un tabou. Dès que vous évoquez la question du fédéralisme, ça renvoie à l'histoire d'il y a 10, 20 ans, et bon, personne ne veut en entendre parler. Donc il y a des sujets comme ça qu'il faudrait peut-être mettre sur la table sans arrière-pensée, et puis voir ensemble comment on pourrait se définir cet avenir que tout le monde souhaite. D'accord. Juste avant de donner la parole au public, et je vous laisse le temps de préparer vos premières questions, Élie, quand vous entendez ce débat un peu intramalgache entre les atermoiements d'un pouvoir central, d'une tentation du fédéralisme, est-ce que ça vous parle? Et est-ce que ça fait partie de ces fameuses nouvelles solutions ou des nouvelles pistes qui pourraient émerger dans des groupes comme Mansa? Tout à fait. À Mansa, nous sommes posé la question, est-ce que la démocratie aujourd'hui est adaptée au continent africain? C'était un peu provocateur. Et on se pose la question aujourd'hui de se dire, nous avons besoin des visionnaires à la tête de nos États. Quand vous prenez le modèle, il y a des modèles de gouvernance, de monarchie dans le monde. Quand ces peuples sont développés, l'éducation, la santé, peuvent se soigner, peuvent manger, je pense que l'élection après est beaucoup plus équitable. Quand on a faim, c'est toujours compliqué de pouvoir vraiment voter sans tenir compte d'un certain nombre d'influences. Donc, et la problématique que vous avez soulevée, qui se passe aujourd'hui à Madagascar, où tout est centralisé, c'est la même chose dans la plupart des pays africains. On a des vastes pays qui sont énormes en superficie, avec un État central. L'idée aujourd'hui, c'est de se demander comment est-ce que... Et en plus, quand vous avez une région qui appartient, par exemple, une région où il y a un opposant emblématique de celui qui est au pouvoir, du coup, cette région est complètement blacklistée. Il n'y a plus de développement venant de l'État central dans cette région parce que, soi-disant, c'est une région qui appartient à un opposant. Donc, nous pensons aujourd'hui qu'il va falloir vraiment réfléchir, peut-être, toujours garder peut-être le modèle de démocratie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir un président omnipotent, omniscient, est-ce qu'il n'est pas peut-être dépassé? Nos présidents, quand ils arrivent au pouvoir, ils sont là pour 7-8 ans. 5 ans à Madagascar, 7 dans certains pays. Quel que soit qu'il gouverne bien ou pas, on est sûr qu'il restera. Mais quand vous voyez les sommes d'argent dépensées sur le continent pour les élections, on se dit que ça aurait peut-être mieux fait de construire des universités, construire des hôpitaux pour permettre aux populations d'être beaucoup plus à l'aise et de pouvoir... Mais le problème, c'est que ces gouvernants, à un moment, il faut qu'ils montrent bonne face auprès des institutions internationales en disant, ben voilà, on a organisé les élections démocratiques, on a gagné. On a vu dernièrement un pays africain, pour ne pas le citer, le Rwanda, qui a gagné, le président a gagné à près de 98-99%. Bon, quand vous voyez ça, vous vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On ne va pas non plus jeter tout le modèle démocratique. C'est l'un des modèles le plus adaptable possible. Mais est-ce que le fait d'avoir un président qui domine tout, qui est chef des armées, chef des institutions, chef de tout, est-ce que c'est vraiment ça? Il est élu pour 5 ans. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il fait sauter le Premier ministre, mais il reste sur place. Voilà. Bien introduit. C'est là où nous, à Mansa, on s'est demandé, mais est-ce qu'il ne faut pas mettre en place peut-être un régime parlementaire? Ce régime parlementaire qui permettrait peut-être d'élire déjà des gens dans leur région. On voit déjà ce qu'ils font dans leur région. S'il gagne dans sa région, ça veut dire qu'il gouverne bien sa région. À partir de là, on peut dire qu'il peut avoir un conseil des sages qui, chaque année, qui valident, par exemple, ils disent, ben voilà, qui sont garants des institutions, pas le président de la République. Il faut un conseil des sages qui soit garant des institutions. Et à ce moment-là, celui qui, peut-être de sa région, qui a gagné les élections dans sa région, il se présente
comme parti d'opposition, comme à la députation, s'il est majoritaire à l'Assemblée, à ce moment-là, c'est lui qui gouverne. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'être majoritaire à l'Assemblée et de pouvoir gouverner tant que vous n'êtes pas en phase avec le président. Je crois que le Sénégal est passé du régime présidentiel au régime parlementaire. Non, pas vraiment. Non. C'est plutôt le Togo. D'accord. Le président Faure a voulu, sur la base justement des travaux de Mansa, a voulu faire passer du régime présidentiel au régime parlementaire. Mais bon, sans prendre tout ce que nous avons dit. Il a choisi ce qu'il arrangeait. Alors, que de pistes intéressantes autour de la centralisation, du questionnement autour de la démocratie. Je vais maintenant donner l'opportunité du modèle démocratique. Je vais donner maintenant l'opportunité aux premières questions venant du public. Merci beaucoup pour cette intervention, c'était très très intéressant. Docteur Bao, du coup, je me suis intéressé à l'histoire économique du Vietnam et j'ai retenu 2 chiffres par rapport à Madagascar, 500 et 5000. Donc 500 $ par habitant, c'était le PIB du Vietnam et de Madagascar dans les années 80. Donc on était à peu près au même niveau. Cette année, Madagascar est resté à 500 à peu près, toujours. Le Vietnam, presque 5000. Donc, qu'est-ce que le Vietnam a fait que nous, on n'a pas fait? Est-ce que ça veut dire que le Vietnam a su faire nation mieux que nous ou autre chose? On pourrait comparer le Vietnam avec la Corée. On peut toujours regarder en bas ou regarder en haut. Ce que je peux simplement vous dire de manière très très simple pour ceux qui ne sont pas au fait de l'histoire du Vietnam, c'est que lorsque le Parti communiste a pris le pouvoir sur l'ensemble du pays, nous avions une histoire qui était proche de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. La grande différence, c'est que chez nous, c'est la Corée du Nord qui a gagné, qui a unifié le pays. À cette époque, en 1975, le Parti communiste essayait d'établir un État socialiste sur l'ensemble du pays. Donc il y avait un contrôle à la fois politique et un contrôle économique. Et donc, en 1986, il y a eu un changement, on appelle ça Chinul Doimoy, et donc le parti, en échange de la conservation du monopole du pouvoir, a laissé les Vietnamiens faire ce qu'ils veulent, à peu près, sur le plan économique. Et ça suffit à débloquer la vitalité économique des Vietnamiens. Ce que je dis simplement, c'est que c'est très bien, mais essayons aussi de débloquer le pouvoir politique. Il n'y a pas de raison que le pays se soit développé parce qu'ils ont eu plus de pouvoir sur eux-mêmes en termes économiques et que ça ne se passe pas la même chose pour le pouvoir politique. La Corée du Sud a suivi une trajectoire semblable. La Corée du Sud s'est développée sous une dictature militaire, et puis peu à peu, cette dictature a laissé la place à un régime démocratique. Le régime démocratique sud-coréen n'a pas freiné le développement économique de la Corée du Sud. On pourrait multiplier d'autres exemples. Taïwan, que j'appelle moi personnellement la République de Chine, s'est développée malgré un régime militaire hérité de Chiang Kai-shek, et puis peu à peu, le pays s'est démocratisé, à l'européenne ou non, et les Taïwanais, des Sud-Coréens vivent avec une opposition plus ou moins stable, plus ou moins, et les gens se disputent dans la bonne humeur, et les gens se développent. Un autre État, Israël, qui vit entouré d'ennemis, et qui est devenu un start-up nation. La démocratie n'a jamais été un frein ni à la défense nationale, ni au développement économique, et j'oserais même dire, ni au développement culturel. Le fait que la démocratie soit un frein au développement, c'est quelque chose que vous racontent les dictateurs. Très bien, peut-être d'autres questions, que ce soit pour nos intervenants sur place ou à distance. Oui, juste peut-être une réflexion. Alors déjà, merci pour toutes vos riches et enrichissantes contributions. J'ai pensé à une chose quand vous parliez de faire nation, c'est en fait la notion de l'adversité. Et parce que d'une certaine manière, je trouve que
les moments où nous, on se sentait le plus comme nation, c'était au moment, par exemple, de la colonisation où il y avait une unité nationale, donc Madagascar contre voilà, un élément externe. Et en 2019, c'était Cannes 2019, là où Madagascar contre, voilà. Je pense aussi qu'en fait, cette fierté nationale dont vous avez parlé pourrait peut-être aussi venir du fait que si le peuple malgache se sent à un certain moment qu'il y a un changement au niveau du développement, peut-être qui est notre adversité entre adversité commune, ça pourrait aussi d'une certaine manière influer sur en fait le trajectoire et le sentiment d'appartenance à une seule nation, et peut-être aussi voilà, le fait de faire nation. Je dis ça parce que si je prends par exemple le Singapour ou même l'île Maurice par exemple, c'est une population forte malgré la diversité qu'il y a au sein de la population. Mais en tout cas, voilà, c'est la petite réflexion que je me fais. Est-ce que le développement quelque part, vous l'avez déjà dit, hein, le développement quelque part, est-ce que ce n'est pas aussi un élément pour construire cette nation? Des pistes de réponse. Enfin, c'est un peu dans le sens de ce qu'on a dit. C'est développement, faire nation, cause ou conséquence. Un coup, vous avez dit non, mais il faut un minimum de développement, il faut manger pour pouvoir avoir une démocratie et faire nation. Et de l'autre côté, on dit oui, mais on ne peut pas se développer tant qu'on n'a pas un minimum de vivre ensemble. Donc, c'est dans quel sens? Choisissez votre camp. Moi, je reste persuadé, certes, il faut une démocratie et un modèle de démocratie qui est adapté à nous. Mais je pense sincèrement le développement peut être décorrélé à la démocratie. Parce que je prends pour exemple, dans le monde, on a des pays autocratiques qui sont développés, où la population vit, qui se soignent, ils vont à l'école. Donc si c'était ce modèle-là qui empêchait le développement, il ne serait pas développé. Mais quand je vois le modèle en Afrique où tout le monde va se dire démocratique, mais en fait, on n'est pas développé. Donc, je me dis quelque part, il y a eu un problème. Il y a une façon d'interpréter la démocratie qui n'est pas adaptée, qui n'est pas bonne. Et je vous le dis, regardez un peu nos économies. On a un réel problème avec nos économies. Nos économies sont extraverties. Nous sommes des pays africains, on n'échange même pas entre nous. Madagascar exporte plus en Europe qu'en Mozambique qui est à côté. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'on dépense plus d'argent et on importe. Mais les 10 produits alimentaires les plus consommés en Afrique sont importés. Comment vous pouvez produire de la richesse pour importer à manger alors que vous avez 60% de terres arables? Il y a un problème. Comment voulez-vous qu'on se développe, qu'on crée des emplois, qu'on crée de la richesse quand on exporte des fèves de cacao pour importer le chocolat? Alors qu'on aurait pu créer des usines sur place, ça donne des emplois, ça crée de la valeur, ça crée de la richesse. Tout le monde fait pareil. Quand vous faites un élevage de poulets en Afrique, l'importation des poulets subventionnés de l'Union européenne et de l'Amérique du Sud coûte moins cher que ce que vous produisez sur place. Comment vous voulez tenir? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas le fait de ne pas oser. Les gens entreprennent énormément, mais ils n'y arrivent pas. Et le financement, parlons du financement. On a un modèle de développement qui est basé sur un système. On n'a pas de banque d'investissement. On a juste de l'argent pour pouvoir tenir et vivre en fait. Mais on n'est pas là pour mettre en place des industries, voilà, vraiment de l'investissement sur du long terme. Tout ce qu'on fait, c'est emprunter, s'endetter à l'extérieur, contre bien sûr les minerais et plein de choses. Quand vous voyez, on construit un pont chez nous. On emprunte à l'extérieur pour construire le pont, mais cet argent qui a été emprunté ne vient pas sur le continent. Je veux dire, vous empruntez de l'argent ne vient pas sur le... Cet argent est directement payé à l'extérieur du continent. Donc, finalement, ça ne crée pas de la richesse dans le continent. Quand vous faites un ouvrage sur le continent, ça ne crée pas de la richesse. Ça vous appauvrit plutôt. Vous êtes endetté, mais cet argent emprunté est allé à l'extérieur.
Je prends le dernier point, les produits pétroliers. Vous imaginez que le continent africain, on vient à peine d'avoir notre première raffinerie de pétrole. C'est-à-dire que chaque année, on exploite le pétrole, le brut revient en Europe, être raffiné et revient sur le continent pour qu'on utilise comme carburant. Je ne sais pas si vous imaginez. Juste le coût de transport aller-retour, bien sûr qu'on on peut pas être concurrent vis-à-vis de ce prix à l'extérieur. Et figurez-vous qu'on a quand même trouvé une manière de nous vendre des raffineries. Mais des raffineries qui ne peuvent pas raffiner notre brut. Je ne sais pas si vous comprenez. On nous vend une raffinerie qui ne peut pas raffiner notre brut et on importe le produit raffiné alors qu'on est exportateur de pétrole. Mais c'est un truc à tomber par terre. C'est pas possible. Comment on a pu en arriver là? Voilà tout ce qui empêche ce continent de se développer. La suite? Une question. En amont, je remercie nos intervenants de l'extérieur, à distance, le docteur Jeanne Dean et Dame. Premièrement, je ne comprends pas le terme « faire nation ». Je pense que Madagascar, en particulier, est déjà une nation. Depuis, moi, j'ai grandi à Madagascar, je ne me sentais jamais ne pas être dans une nation. Je suis malgache, je suis fier d'être malgache, et j'ai toujours considéré que Madagascar est une nation. Donc je ne comprends pas cette notion. Madagascar, peut-être, est une nation fragilisée, pauvre, mais c'est une nation. Donc, parce que, voilà, il y a un territoire, la langue, etc., etc. Deuxièmement, je rebondis par rapport à ce que Dame avait dit tout à l'heure. Le vrai problème, en tout cas pour Madagascar, c'est la gouvernance. La gouvernance, parce qu'il n'y a pas de gouvernance dans le bon sens. Il y a des profiteurs, il n'y a que des profiteurs, il y a des prédateurs, aussi bien nationaux qu'internationaux. Il n'y a que des prédateurs. On a essayé, je crois à ce que le docteur Bao avait dit tout à l'heure, une solution, c'est la démocratie. Mais comment faire la démocratie? Pendant 500 ans, Madagascar a essayé de faire de la démocratie, mais n'y arrive pas. Comment? Est-ce qu'on attend que ça tombe du ciel pour que ça marche? Parce qu'il y a la corruption. Comment faire de la démocratie quand il y a de la corruption? Énormément de corruption. Comment faire de la démocratie quand l'éducation est à terre? Comment on fait? Donc, je vais juste faire un petit référence à un livre que j'ai lu, ça s'appelle The Bottom Billion de Paul Collier, qui parlait justement des cas des pays comme Madagascar, où ce sont des nations très pauvres, où vivent 2 milliards de la population mondiale, qui n'arrivent pas, comme Madagascar, qui n'arrivent pas à faire de la démocratie, etc., à faire de la bonne gouvernance, parce qu'il y a beaucoup de richesses naturelles, que ce soit souterraines ou voilà. Et il a dit il faut de l'aide de l'extérieur pour l'extirper de là. Soit de l'aide, intervention, ingérence d'une entité étrangère pour le sortir de cet état-là, soit une guerre, voilà, qui va tout rebattre. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Je prends le risque de répondre alors que je ne suis pas malgache. Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Je pense qu'il faut faire tout en même temps. C'est comme ça, c'est difficile. Il faut développer l'éducation des peuples et qu'un jour, vous avez un électorat à qui le discours suivant pourra toucher de plus en plus, des générations après. Voilà, je suis un parti. Voilà. Je ne vous donne pas de t-shirt, je ne vous donne pas de riz, je ne vous donne pas de sucre, mais je vous promets que je vais lister vos problèmes et je vous proposerai des solutions auxquelles vous adhérez ou non. Ça s'appelle l'éducation. Et celui qui préfère ce parti-là à la place du parti qui va lui donner des t-shirts, ça s'appelle l'éducation. Je dirais, pour reformuler une phrase,
je ne vous répéterai pas l'acquis parce que c'est une phrase que j'ai vraiment en tête. D'une part, le pays, c'est il faut négocier comme s'il n'y avait pas de la guerre, et il faut faire la guerre comme s'il n'y avait pas de négociation. Et moi, je dirais qu'il faut essayer de se développer comme s'il n'y avait pas de démocratie. Il faut essayer d'installer la démocratie comme s'il n'y avait pas de développement. Et si ça ne marche pas, vous avez dit que vous avez fait ça depuis 60 ans, je n'ai pas d'autre message plus positif qu'il faut essayer de nouveau. Et je le fais avec mon propre pays. Je trouve que les Malgaches sont intelligents, individuellement. Je ne suis pas là pour vous flatter. Le problème, c'est que collectivement, un peu comme les Vietnamiens, ils le sont un peu plus. Et donc, il faut, d'une certaine façon, apprendre à être intelligent collectivement, en plus d'être intelligent individuellement. Ce ne sont pas des solutions miracles. Je le sais d'autant plus que mon propre pays, mon propre peuple, fait face aux mêmes défis. Il y a de plus en plus de Vietnamiens dont le seul rêve, c'est de pouvoir partir. Est-ce qu'on fait encore une nation? Alors, on est un peuple de 100 millions. Quand vous regardez les chiffres économiques, ça fait envie à Madagascar. Et nous, on envie les Coréens. Et nous, on envie les Singapouriens. Et nous, on envie les Indonésiens. On envie les Thaïlandais. Donc, on peut regarder les choses dans tous les sens. On vous fait peut-être envie. Pourquoi pas? Moi, je voudrais bien qu'un jour, vous nous fassiez envie. Mais ce n'est pas la question de se comparer. La question, c'est qu'il faut faire les choses en même temps pour des peuples. Il faut faire la démocratie, il faut faire le développement, il faut faire l'éducation, il faut faire tout cela en même temps. Et on fait de ce qu'on veut, de ce qu'on peut faire avec nos petits cerveaux et nos petits bras. C'est tout ce que je peux vous dire. D'accord, je crois qu'on a une question qui nous suit, qui vient de l'extérieur, c'est ça? Oui, on a effectivement plusieurs questions qui viennent de ceux qui sont connectés à distance en ligne, ou sur Facebook ou sur YouTube. Alors, il y a peut-être des questions qui reviennent un petit peu en arrière par rapport à ce qui a été dit, mais j'en reprends quelques-unes quand même. La première, c'était: que pensez-vous de cette notion de démocratie participative? Est-ce qu'elle est adaptée, encore une fois, à la malgachitude? Donc ça, c'est une question. Je pense que elle a été partiellement répondue, mais voilà. L'autre question qui est adressée à Dame, c'est: Dame, donc en tant que sociologue, comment peut-on communiquer au peuple la notion de démocratie, élection, sans les prendre de haut et les réduire à des êtres ignorants? Dame, peut-être que une réponse rapide. Tu souhaites répondre à cette question? Ah oui. Nous, ce que nous avons fait pendant 52 ans maintenant, c'est à travers nos chansons, c'est un canal de communication pour être toujours en éveil par rapport à ce qui se passe à Madagascar, pour avoir un esprit critique, pour ouvrir les yeux, pour ouvrir l'esprit critique et tout ça. C'est à travers nos chansons. C'est ça ce que nous avons fait pendant 52 ans. Et 52 ans par rapport à l'histoire d'un pays, c'est très peu. Hein. Il faut encore plus d'années pour sensibiliser la population. Je trouve que c'est une très belle contribution parce que la musique parle au cœur et parfois l'intellect ne suffit toujours pas. Donc pour la réponse à la question comment élever la conscience nationale démocratique d'un peuple sans donner l'impression de lui faire la leçon, ben je crois, là je vais donner une réponse qui n'est pas très académique, mais il faut aussi parler avec le cœur. J'ai déjà rencontré beaucoup de personnes, j'ai rencontré des académiciens avec des titres universitaires très élevés et qui sont très lâches et qui disent n'importe quoi juste pour faire plaisir aux gouvernants. Et je rencontre dans ma vie des gens qui sont très humbles, des ouvriers, qui simplement parce qu'ils réfléchissent avec leur cœur, avec leur cerveau, sont beaucoup plus intelligents que bien d'académiciens. C'est ce que je vois réellement. Je vois tellement d'universitaires qui, face au pouvoir en place, sont prêts à dire ce que le pouvoir veut entendre. Et ça c'est vrai dans mon pays. C'est peut-être aussi vrai un peu dans vos pays. Ensuite... Bonjour. J'assiste souvent aux conférences Merci. C'est bon, ouais. de Diapason. En fait, je voudrais relever une phrase du docteur Dieppe tout à l'heure. Et en fait, je trouve que ça résume un peu l'ensemble des soucis. Alors, on parle de démocratie, oui, mais il y a des pays qui fonctionnent
peut-être sans la démocratie. Je me risque un peu à dire, effectivement, le Rwanda, par exemple, ce n'est pas tout à fait un modèle de démocratie, mais en fait, ils ont évolué de façon assez incroyable depuis le génocide. Et là où je voulais en venir, c'est que la démocratie reste la moins mauvaise solution, mais on ajoute, donc la phrase dite tout à l'heure, c'est que « mais il n'y a pas d'état de droit ». À partir du moment, effectivement, il n'y a pas ça, on peut imaginer toutes les solutions possibles et imaginables, même les plus absurdes, mais tant qu'il n'y a pas d'abord ce cadre. En premier, c'est difficile d'entreprendre, et d'ailleurs, l'entrepreneur ou n'importe qui ne peut pas forcément se projeter si l'État ne le protège pas dans ce qu'il fait. Je vous remercie. Je pense que ça appelle plus à une réaction que. Docteur Andrea Mandimbi, vous avez tout dit, donc je ne peux rien ajouter. Cher Dominique. Est-ce qu'il y a une autre contribution? Bonsoir. Moi, je suis Mantini Traoré. Moi, je suis malienne. Je ne suis pas malgache. Mais je suis contente d'être parmi vous parce qu'on a les mêmes problématiques. Et donc, c'est toujours intéressant d'être à l'écoute d'autres pays africains. Moi, ce n'est surtout pas pour une question, mais je voulais juste partager une expérience avec vous quand on pose la question comment changer les mentalités, parce que c'est là où, pour moi, ça se situe le problème aujourd'hui, parce que les gouvernants ne font que ce que le peuple leur permet. Donc, comment amener le peuple à être acteur de cette démocratie aujourd'hui? Parce qu'avant même de repenser la démocratie, si on doit repenser, et si ce sont les mêmes gouvernants aujourd'hui qui vont repenser la démocratie, eh bien, ça va toujours être une démocratie qui va à la faveur des personnes qui dirigent. Donc, nous, depuis un certain temps, ça fait 7 ans qu'on s'est engagés. Au fait, on croit à l'humain, donc on se dit qu'il faut investir dans l'humain. On a une association qui s'appelle Culture L, et depuis 7 ans, on porte un projet au Mali qui s'appelle l'Instant T, comme le thé qu'on boit, et qui a pour objectif d'amener les jeunes à être acteurs du changement de leur cadre de vie. Donc, lui, c'est un produit de l'Instant T. Il fait partie de la première génération des jeunes que nous avons accompagnés. Au fait, on est parti sur un truc très simple. Il y a quelque chose au Mali qu'on appelle le grain. Au fait, ce sont des regroupements de jeunes qui se font dans le quartier, par proximité, par affinité. Ce sont des groupes de jeunes qui se réunissent autour du thé. Et ça, c'est un véritable lieu de socialisation. Donc, on s'est posé la question, quel outil dans la structure traditionnelle de traditionnelle et culturelle on peut utiliser pour atteindre les jeunes sans se positionner en donneur de leçons. Donc, on a pris les grains. On n'a pas voulu travailler ni avec les associations, ni avec les collectifs. Parce qu'au fait, même à 70 ans, les gens vont au grain. Nos papas, nos grands-pères, parce qu'au fait, ça crée des liens forts. On voulait jouer sur ces liens-là. Donc, on met ces grains-là en compétition autour de projets. Et on fait ça sous forme d'émissions télé, de télé-réalité. Donc, ces jeunes, au fait, chaque grain doit choisir une problématique dans son quartier ou dans sa commune. Et le challenge, c'est leur capacité à mobiliser la population locale autour du projet, à lever des fonds localement, que ce soit en nature ou en numéraire, et pour pouvoir réaliser aussi ces projets. Au fait, le projet n'est que l'outil, mais c'est ça qui permet d'amener à mobiliser l'intelligence collective et à amener la population aussi à s'investir. Parce qu'on se dit, aujourd'hui, chaque pierre que ces jeunes vont poser, quand il y a un dirigeant qui vient, il faut que tu fasses plus que ceux qu'ils ont posé. Donc, et on fonctionne aussi sous forme de... On n'a pas pris les structures aujourd'hui qu'on connaît dans une organisation. On essaie de développer ce que c'est que la famille au sein de cette communauté que nous sommes en train de développer. C'est pour ça qu'on parle plus de communauté que d'équipe.
Parce qu'aujourd'hui, on est environ 500 jeunes. Je vais m'arrêter là parce que c'est un peu... Voilà, c'est l'expérience que je voulais partager avec vous. Merci. Deux dernières questions. Allez, deux dernières questions, on y va. Oui, bonsoir. Merci beaucoup. Merci pour ces échanges très enrichissants. J'ai une petite remarque et une question. La remarque, c'était sur le débat concernant la démocratie. Je vois qu'on débat beaucoup sur la démocratie comme si c'était un modèle démocratique qui pourrait être un frein au développement de Madagascar. Mais juste pour rappeler un chiffre, notamment sur l'indice de démocratie qui classe, on va dire, les pays du monde selon leur degré de démocratie, Madagascar est considéré comme un régime hybride. Donc la France, par exemple, c'est une démocratie imparfaite. Madagascar est noté 5,70 sur 10, avec effectivement une bonne note sur le processus électoral, avec 7,92 sur 10. Mais concernant le fonctionnement du gouvernement, c'est 3,57, donc du niveau de certaines autocraties. La participation politique, une bonne note, 6,7 sur 10. La culture politique, 5,63. Et surtout les libertés civiles, 4,71. Donc on a un débat sur la démocratie comme si c'était un frein, mais la démocratie, je pense qu'elle n'est pas réelle, en tout cas aujourd'hui, à Madagascar. La deuxième question, c'était sur le problème de gouvernance et des politiciens qu'on retrouve très souvent dans tous les débats politiques du monde entier, comme si le problème était uniquement dû à la gouvernance et uniquement dû aux politiques et aux politiciens, et aussi uniquement dû au peuple qui vont élire en fait, ces politiciens. Donc on insiste beaucoup sur un aspect endogène des problématiques, et le débat, même si effectivement, comme on veut quelque chose d'opérationnel, on parle beaucoup de nous, mais il y a quand même une influence externe qui est assez importante et qui, je pense, nous empêche aussi de faire nation. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a cité le libre-échange avec le fait qu'on exporte des produits à 10 000 km pour importer les produits de 15 000 km, donc il y a une inefficacité. On a parlé de la dette, notamment, on a parlé donc des marchés financiers. Et donc, est-ce qu'il y a aussi un tabou à mettre des mots MOT sur les mots MAUX à la racine des problèmes? Parce que si on veut vraiment avoir des solutions des problèmes à la racine, il faut aller à la racine, et donc c'est la vraie définition de finalement la radicalité. Moi, je parlerais de néocolonialisme, notamment avec la question chinoise qui est assez rarement abordée dans nos débats, la question aussi des multinationales qui vont ensuite influencer ces gouvernants. Et finalement, on a des interdépendances. Vous allez remplacer aujourd'hui les gouvernants actuels par n'importe quel autre gouvernant. Est-ce que c'est sûr qu'avec un homme visionnaire, est-ce que notre président est-il vraiment un homme non visionnaire? Donc je ne suis pas sûr que fixer juste sur la gouvernance sans prendre en compte les problèmes externes, ça soit aller à la racine des problèmes. Donc ma question, c'est quelle est votre perspective sur ces deux questions, à savoir l'influence d'une part des marchés financiers, puisque les marchés financiers ont un impact concret, notamment sur les populations locales. On pense à l'agriculture, on pense à tous les développements de la transition, etc., premièrement. Et deuxièmement, la deuxième perspective, est-ce que la question du néocolonialisme n'est pas aussi centrale dans le débat sur ensuite les modalités opérationnelles de ce qu'on peut faire, nous en tant que, ça peut être la diaspora, mais aussi la population locale. En tout cas, merci beaucoup pour votre échange. Alain ? Oui, bon, merci pour cette intervention dans ces deux aspects. Personnellement, je ne me hasarderai pas à y répondre, je voulais juste dire, non, parce que bon, là on a évoqué la démocratie, c'était peut-être inévitable, mais je voudrais quand même rappeler qu'on a fait une conférence sur la démocratie, on a abordé le sujet pendant 1h30, voilà. Donc dans Faire Nation, le groupe a essayé de ne pas insister sur le côté démocratie, sinon évoquer la nécessité de mettre en place une démocratie sans discuter de tout ce qu'il y a autour. Et puis, la décentralisation, c'est pareil. Bon, ben maintenant, l'influence des financements extérieurs, je ne sais pas, d'en faire nation, c'est évident que c'est difficile. Mais dans Faire Nation, il y a des éléments objectifs, on les a suffisamment évoqués. Mais il y a des structures qui doivent être mises en place. Sinon, les éléments subjectifs, bon, ben ça, c'est la volonté
de chaque individu, c'est la volonté des populations dans chaque région de vouloir vivre ensemble. Donc à partir de là, et à la lumière de toutes ces conceptions, de toutes ces théories qui ont été évoquées par notre ami Bao, là, il faut miser sur l'intelligence et peut-être réfléchir, essayer de réfléchir différemment, de prendre en compte tout le contexte qu'on évoquait tout à l'heure dans notre état des lieux. En tout cas, à diapason, on mise sur les intelligences. Et ça, comme on dit, on nourrit le débat. C'est un débat, il n'est pas clos, ne vous inquiétez pas. Il y a de la matière et nous vous invitons à poursuivre et puis à intervenir, à apporter votre expertise, donnez-nous vos opinions. On est là pour... de toute façon, le groupe Faire Nation n'est pas un groupe éphémère. Il est appelé à poursuivre ses travaux. Dernière question en présentiel et une dernière question pour le réseau. Oui, je voulais tout simplement dire, concernant cette partie, nous sommes dans une économie mondialisée au jour d'aujourd'hui. On ne peut pas se mettre de côté. Nous avons adopté un modèle de développement qui n'est pas le nôtre, qui est celui tenu par les marchés financiers et toutes les économies sont pareilles. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes l'objet d'un certain nombre d'enjeux au niveau mondial. Et ces enjeux, ça découle du fait que l'économie de l'Occident est une économie mature. Il n'y a plus de vision de développement possible. Donc aujourd'hui, les seuls endroits où on peut avoir encore de la marge, c'est le continent africain. Donc qu'on le veut ou pas, on aura forcément des interactions avec des lobbies qui viennent de l'extérieur dans nos économies. C'est aussi à nous de savoir ce que nous souhaitons. Et bien évidemment, ils vont peut-être même s'appuyer sur un certain nombre parmi nous pour pouvoir pénétrer ces marchés, le déstabiliser. Vous voyez des zones de guerre, regardez la zone de guerre de la région des Grands Lacs. C'est fait exprès pour qu'il n'y ait pas de paix, parce que ça nourrit, on a besoin de les batteries, on a besoin, donc tout ça vient de là-bas. Donc forcément, on crée une déstabilisation exprès pour pouvoir essayer de se fournir de ces matières-là. Mais on ne doit pas se perdre pied là-dessus. Aujourd'hui, nous, Africains, nous devons être aussi conscients que nous pouvons jouer un réel rôle dans l'enjeu mondial. Comment? La société civile. La société civile, ça vous semble anodin, mais aujourd'hui, la société civile, avec les réseaux sociaux, nous avons un poids énorme que nous pouvons jouer auprès de ces acteurs mondiaux. Donc même nos États, ceux qui sont de connivence avec ces lobbies, nous pouvons faire pression. Il faut, et c'est là où la notion de fait nation est importante. Quand on est tenu tous ensemble par une cause commune, nous pouvons faire en sorte de faire échec à tout ce qui se met en place pour essayer de prendre tous ces biens et nous empêcher de nous développer. Aujourd'hui, le but n'est même pas de les empêcher de prendre. C'est de dire, mais nous devons aussi développer le continent. Plus on développe, plus il y aura une part de marché avec une main-d'œuvre ou avec une population, une classe moyenne. Vous savez, sur le continent africain, on a une petite classe vraiment hyper aisée, une très grande base qui vit difficilement, une classe moyenne qui, pour l'instant, n'est pas suffisamment élevée pour pouvoir tirer la croissance et développer l'économie. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte que notre classe moyenne soit assez élevée pour pouvoir consommer et faire tourner l'économie. Et ça, c'est un enjeu qu'aujourd'hui, la société civile, vous et nous devons porter et faire en sorte de faire pression, qu'il y ait démocratie ou pas. Je pense que la bonne gouvernance peut entraîner un bon développement. Très bien. On va juste enchaîner directement. Est-ce qu'on peut avoir une toute dernière question avant de pouvoir conclure? Alors, c'est pas une question. Bonsoir à tous. J'aimerais juste faire une petite réflexion en guise d'ouverture, du coup, à tous ces beaux débats qu'il y a eu. On a dit faire nation.
on est tous d'accord du coup qu'on se place dans une perspective constructiviste. Faire nation, ça dénote d'un mouvement, on est actif, on n'est pas là dans une optique primordialiste, du coup, la nation n'existe pas comme ça, il faut la faire vivre, du coup. Et ma réflexion se porte surtout sur nous, diaspora, du coup, nous aussi, en tant que diaspora, on doit faire vivre cette nation malgache. Et à mon sens, et en tout cas au niveau de notre association, c'est le combat que nous, on veut porter, la diaspora malgache est la plus importante d'Afrique subsaharienne, et pour autant, elle n'est pas assez visible. On ne voit pas en quoi nous aussi on fait nation. On n'est pas obligé d'être piégé, entre guillemets, dans le territoire, dans le piège extraterritorialiste, mais on peut faire nation au-delà des frontières. Et c'est en ce sens, du coup, que nous aussi, diaspora, on doit réfléchir. Et c'est l'action aussi que nous, à notre humble niveau, Zcash, on veut porter, notamment à travers le questionnaire Ingassa qu'on vous a déjà présenté à la soirée, lors du week-end ZAM. Si vous voulez en savoir plus, vous pourrez toujours nous voir après. Mais c'est sur ce point-là que j'aimerais ouvrir. La diaspora a aussi son rôle à jouer. Merci. Et sur ce, je redonne la parole à Tine. Une dernière question du réseau. Alors, la question, c'est quel rôle pour les pouvoirs locaux, traditionnels, pour avoir cette nation authentique et décentralisée? C'est une question qui peut faire 1h30 de débat, mais... Alors, je vais inviter chacun à pouvoir répondre et ce sera également le mot de la fin pour pouvoir conclure. Oui, c'est une très bonne question parce que c'est un aspect qu'on n'a pas du tout abordé. Et pourtant, il aurait fallu parce que comment on les appelle, les responsables traditionnels, les Tangalamènes et tout ça, ce sont des prescripteurs qui font autorité là où ils sont. Et bizarrement, depuis l'indépendance, leur rôle n'a jamais été mis en avant, alors qu'ils feraient d'excellents relais de l'administration pour tous les messages qu'on doit faire passer auprès des populations. Je prends par exemple le cas de la France, que nous connaissons bien. Au Sénat, par exemple, les collectivités décentralisées sont représentées au Sénat. Je n'ai pas approfondi la question, mais je ne sais pas s'il y a l'équivalent dans notre pays, si les responsables locaux sont représentés, par exemple, au sein d'une institution, au sein du Sénat, ou au sein de... Il fut un temps où il y avait un conseil des sages. J'avoue que... Mais un autre... C'est un sujet important et qu'on n'a pas abordé, malheureusement. Mais c'est un sujet important. Ensuite, et le mot de la fin en même temps. Je reviens à la définition de Renan qui dit qu'une nation, c'est de partager une histoire commune et de partager un avenir commun. En ce qui concerne l'histoire commune, avec ses gloires et ses vicissitudes, il me semble que le rôle des représentants locaux traditionnels joue un rôle évident dans la consolidation de ce passé et de cette culture commune. En ce qui concerne l'avenir commun, écoutez, je vais finir par laisser parler le cœur plutôt que de grandes théories. Quand j'entends l'intervention de cette personne et l'intervention de cette personne, je me dis que si j'étais malgache, j'aurais quand même beaucoup de confiance en l'avenir. Merci. Tout à fait. Moi, je pense aujourd'hui, on a un petit peu changé la base de ce qui était nos grandes traditions. Et je pense, et nous sommes convaincus chez Mansa, qu'ils peuvent jouer un rôle important dans la sauvegarde de nos institutions, comme ils ont toujours sauvegardé nos traditions, notre culture. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, on les utilise plutôt comme des auxiliaires de gouvernance et autres, et c'est bien dommage, parce que c'est eux qui pouvaient être garants de notre constitution, de nos institutions, et que c'est ce qui nous manque aujourd'hui, d'avoir des institutions fortes pour constituer des États forts. Très bien. Je me tourne vers Jandine, le mot de la fin. Ah, je crois qu'on a un souci sur... Ah, c'est bon.
sur le, pardon, sur le rôle de l'éducation. Parce que on parle de démocratie. Mais cette démocratie, comme l'avait bien dit Dame, elle n'est pas comprise. Madagascar, vous avez parlé de tous ces pays qui se sont développés, on parle de la Corée, on parle du Vietnam. Moi, je pense, malheureusement, j'ai pas leurs données d'alphabétisation. Je crois qu'ils ont beaucoup misé sur l'instruction du peuple. Alors qu'à Madagascar, on recule. Tout ce que nous disons là, ça ne concerne que nous, les intellectuels, malheureusement. Et c'est à ce moment-là, c'est pour ça qu'on comprend que quand il y a les élections, ils ne regardent que les t-shirts, ils ne regardent que les sous qu'on distribue, parce qu'ils ne comprennent pas les enjeux. Et moi, je trouve que si vraiment on veut développer Madagascar, qu'on donne son importance à l'éducation nationale. Parce que je trouve que le niveau d'instruction est de plus en plus faible. Merci. Et Dame a vraiment le mot de la fin de la fin. De groupe Maléo qui c'est Madi Rouval. Et dans cette chanson, il y a deux pouvoirs parallèles et le pouvoir de l'administration, c'est-à-dire de l'écrit, et le pouvoir de l'oralité, gardé par les détenants c'est-à-dire qu'on appelle ça, les Rayamandrin, les pouvoirs locaux. Non pas les pouvoirs locaux, mais c'est qu'on appelle ça les gardiens de la tradition. Et je crois que c'est le moment, nous, en tant que qui a fait le travail du papier, les Mahaitaratas, si on peut dire comme ça, c'est le moment pour nous de regarder comment font les gens à la base, comment ils se débrouillent pour arriver à surmonter leurs problèmes quotidiens de tous les jours. Comment ils font pour survivre, comment ils font pour arriver à faire, en faire vivoter. Comment la majorité de la population de Madagascar arrive à faire vivoter ce que nous appelons le Firénène en termes c'est peut-être l'équivalent de la nation, le Firénène. Comment? Parce que sans la population qui fait vivoter ce Firénène, Madagascar est déjà englouti dans l'océan. Mais on est encore là. Donc c'est grâce à cette grande majorité de population qui continue à faire vivoter Madagascar, que Madagascar est encore là. Mais il y a les profiteurs au-dessus, c'est-à-dire la mauvaise gouvernance. Donc, c'est une grande question, c'est un long chemin encore à faire, sensibiliser, faire connaître, éduquer la majorité de la population et surtout les jeunes de Madagascar, parce que les jeunes ne sont pas connectés à Madagascar, mais ils sont connectés à l'extérieur. Leur regard est tourné vers l'extérieur. Donc c'est ça ce que nous faisons toujours à travers nos chansons, c'est-à-dire appeler, inciter à regarder, à tourner nos regards sur Madagascar, à être connectés, à connaître notre histoire, à connaître les réalités, à connaître c'est quoi ce grand territoire d'océan, à connaître ce grand territoire de Madagascar, la biodiversité, nos cultures. Ça, c'est un grand travail à faire. En dehors des institutions officielles. C'est-à-dire, donc, c'est le rôle des sociétés civiles. Merci. Merci beaucoup. Merci chaleureusement pour votre participation, pour le courage de vos opinions, et je redonne la main à Tin. Merci à tous nos panélistes d'avoir été présents, d'avoir joué le jeu sur un sujet qui n'est pas simple du tout. Merci à vous tous aussi d'avoir participé pleinement. On a dépassé largement le temps imparti, mais le sujet est terriblement passionnant. C'est que le début, parce que c'est avant tout des pistes de réflexion. On a bien vu que
il se passe la même chose partout en Afrique. Donc nous ne sommes pas seuls à Madagascar. Madagascar fait partie de l'Afrique. L'Afrique fait partie de Madagascar. C'est un travail conjoint. On a vu des témoignages de différentes personnes, notamment des personnes qui viennent d'Afrique aussi. Et on a exactement les mêmes mots, les mêmes causes. Quelque part, il y a un travail commun à faire. Ce travail commun, c'est un travail de, au-delà du diagnostic, du bon diagnostic, un peu comme en médecine, c'est comment maintenant on opère, comment on fait pour faire en sorte de concrétiser un certain nombre de choses. Nous n'avons pas la réponse maintenant, mais la réflexion continue. Je vous remercie. Nous avons un networking qui nous attend juste après ça. N'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter de Diapason. Vous pouvez aussi vous inscrire aux différents groupes de travail, si ça vous intéresse. Vous êtes les bienvenus. Vous n'avez pas besoin d'être docteur ni académicien pour pouvoir travailler avec nous. Merci à tous. Thank you.